On a parlé de financement participatif tout à l'heure, effectivement, en évoquant surtout les questions de taxes, en disant que les énergies renouvelables, ça contribue aussi à l'augmentation des taxes, il ne faut pas l'oublier. Mais là, l'idée est un petit peu différente. L'idée est de partir d'autres moyens de participer à un projet et donc de savoir comment s'inscrire dans cette nouvelle tendance. Alors, peut-être, cabinet Hugues-Lepage, pour ceux qui ne le connaissent pas, de nom ou de réputation. C'est un cabinet qui est spécialisé en droit public. Il a été fondé en son temps, avant même que le droit de l'environnement existe, si on peut dire, par Christian Huguelot et Corinne Lepage, qui donc sont très impliqués sur ces sujets et qui ont réussi finalement à fonder un cabinet très particulier où il y a une symbiose des différents acteurs, des différents avocats qui interviennent sur ces sujets, vraiment en complément. Donc on intervient sur des sujets de droit public économique, d'énergie, comme moi par exemple, et puis sur d'autres sujets qui peuvent être transversales finalement, parfois très complémentaires les uns les autres. Pour ma part, j'ai une formation de droit des affaires à l'origine. Et donc, à la fac, on m'avait dit, écoute, le droit des affaires, c'est à l'opposé du droit public. Et donc, il y a les gens qui sont de cette partie de l'estrade et les autres de l'autre. Et puis, on ne se mélange pas. Et finalement, on voit que sur ces thématiques comme celle qu'on va aborder aujourd'hui, il y a énormément de passerelles, il y en a de plus en plus. Et c'est bien là, effectivement, les nouvelles opportunités qui sont en train de se créer, comme la création d'une SEM, par exemple. Alors, peut-être, passons rapidement sur cette slide et entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Alors, le financement participatif, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça relève de plusieurs réalités dans le monde économique et financier, mais c'est surtout, avant tout, un vrai bouleversement en termes de modèle financier, de modèle économique, de business model, comme disent certains. Ça répond à une nouvelle mouvance de notre économie qu'on appelle une économie collaborative. Certains acteurs classiques, historiques, doivent se confronter à de nouveaux entrants sur certains marchés. Parfois, on parle d'ubérisation de l'économie. On le voit bien dans ce secteur. Donc, là, ça va peut-être toucher d'autres types d'acteurs du monde financier, les banques, les compagnies d'assurance, les courtiers, que sais-je, les fonds d'investissement, qui doivent se confronter donc à des nouvelles réalités de développement de projets. Et le financement participatif, ça reflète un certain nombre de typologies et de différentes formes de projets de tendance. Alors, ça relève de différents gestes, on va dire. Ça peut être un prêt, ça peut être un don, ça peut être une participation financière avec un objectif de retour sur investissement, donc avec des tendances et avec des objectifs qui sont très différents les uns des autres. Donc c'est cela qui est reflété dans le terme de crowdfunding aujourd'hui, mais que j'ai préféré appeler financement participatif, donc un financement par la foule. Alors, d'un point de vue légal, si on peut se permettre de passer donc à la slide prochaine, on part de quasiment rien. Aujourd'hui, on est sur un phénomène, une nouvelle tendance, qui a tendance, par contre, à se démocratiser assez vite. On peut dire qu'on voit une forme d'essor de ce phénomène depuis les années 2010. Donc c'est somme toute relativement récent. Il existe même un baromètre aujourd'hui qui est tenu par une association qui s'appelle Financement Participatif France. Donc pour ceux qui veulent se documenter sur le sujet, c'est peut-être une bonne piste, qui montre qu'il y a un vrai engouement et un succès naissant, en tout cas dans l'Hexagone, sur ce sujet. Alors c'est en lien aussi avec des sujets qu'on a pu évoquer avec la Creux et avec la SEM, notre fameuse révolution industrielle, la troisième selon Jérémy Rifkin, qui est peut-être pour certains un rêve, pour d'autres elle est en marche. Donc il s'agit certainement aujourd'hui de sauter dans le train en marche et d'utiliser ces nouveaux outils qui s'offrent à nous. C'est un système qui est en perpétuelle évolution aujourd'hui. Le droit évolue en permanence, c'est pas réservé à ce sujet-là, c'est une réalité pour le juriste de manière générale.
Mais aujourd'hui, on voit donc émerger un certain nombre de choses nouvelles. Des populations qui veulent prendre une participation à des projets qui sont historiquement sujets à des formes d'opposition systématique. On le voit par exemple dans l'éolien. Je travaille énormément en ma qualité d'avocat sur des contentieux liés au développement de projets éoliens, pas tant parce qu'ils sont forcément intrinsèquement mauvais, mais parce qu'on trouve des opposants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur justification, on a le droit de s'opposer. Donc aujourd'hui, c'est aller finalement un peu au-delà de notre fameux principe de participation et de principe d'information qui sont des droits fondamentaux dans la Constitution française, et d'impliquer les gens. Et aussi de partager finalement les bénéfices sur le territoire que peuvent représenter des projets de ce type, de cette nature. Alors, partager les bénéfices, ça ne veut pas dire simplement partager des bénéfices économiques, mais ça pourrait l'être. Ça peut être aussi partager des bénéfices économiques et sociaux et environnementaux également. Donc la vision est une vision vraiment, je pense, orientée développement durable de ce point de vue-là. Mais il s'agissait de lever un certain nombre de freins. Alors, on a de la chance, c'est que certains projets pilotes portés par des personnes assez investies en la matière et assez portés par une volonté d'innover sur le sujet, eh bien, on défraîchit le terrain pour nous. Alors, il y a des acteurs pionniers, on va dire, on va les appeler comme ça, que j'ai cités pour certains. J'ai participé à certains de ces projets-là où le droit n'existait pas ou peu. Et donc, il a fallu innover à l'époque. Et puis, finalement, face à ce développement, le législateur a dû se saisir du sujet et donc a commencé à souhaiter, dans cette deuxième phase, finalement, à créer un cadre réglementaire spécifique et, on va dire, un peu dérogatoire, toujours. Donc, on doit se placer aussi, si vous pouvez passer à la slide suivante, pour resituer un peu le contexte, sur d'autres problématiques qui sont parallèles à celle-ci. J'ai entendu parler tout à l'heure, à juste propos, d'autoconsommation. On a aussi parlé de problématiques liées aux ondes, avec les compteurs Linky ou d'autres technologies. On fait face à des nouveaux enjeux, on fait face aussi à des nouvelles problématiques qu'il faut pouvoir adresser. Et donc, ça rentre finalement dans tous ces paramètres. Et puis, on est aussi face à un nouveau phénomène de territoire que l'on veut être des territoires à énergie positive. Et donc, tout cela se développe en parallèle avec, évidemment, la réforme des collectivités que vous avez évoquée. Alors, s'agissant de cette réglementation, cette deuxième phase, finalement, on est sur un terrain très nouveau qui a été élaboré en 2 temps, on va dire, et aujourd'hui, si vous avez peut-être entendu parler de la loi sur la transition énergétique, je peux vous affirmer qu'elle contient au moins 2 principes fondamentaux pour ce qui concerne le sujet du financement participatif. C'est qu'aujourd'hui, le citoyen et les personnes publiques, collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent investir dans des projets de ce type. Alors, ça ne concerne pas que les énergies renouvelables. Le financement participatif, ça peut être des projets culturels, ça peut être de la musique, ça peut être plein d'autres choses. Je pense que vous avez entendu parler de d'autres thématiques, projets culturels, que sais-je. Mais là, on se focalise sur l'énergie. D'ailleurs, loi de transition énergétique, le nom est quand même assez révélateur de notre sujet. La loi sur la transition énergétique prévoit notamment de modifier le code de l'énergie en introduisant un droit pour les collectivités locales et leurs groupements départements, régions, etc., de pouvoir investir dans certains types de sociétés qui sont dédiées au développement des énergies renouvelables. Sociétés commerciales, pas des sociétés qui ont une vocation de faire intervenir des investisseurs publics à la base. Donc on n'est pas sous un schéma type SEM ou SPL, mais vraiment société commerciale 100%, a priori. Mais finalement, ces sociétés-là peuvent ouvrir leur capital et proposer donc à d'autres types d'investisseurs nouveaux d'intervenir sur ces sujets. Alors, avec un bémol pour les collectivités locales, c'est que leurs compétences obligent, elles doivent privilégier des projets qui sont sur leur territoire, évidemment.
Donc un certain nombre de critères finalement respectés. La loi sur la transition énergétique prévoit aussi un certain nombre de dispositions sur les régies. Et puis enfin, elle permet aussi à des entreprises, à des développeurs de projets, inversement, d'aller directement approcher des personnes physiques ou des collectivités pour lever des fonds. Et donc pour solliciter des investissements en dehors des projets portés par le public en direct. Donc ce sont encore de nouvelles formes de possibilités d'intervention. Ça peut être par le biais d'un certain nombre de plateformes intermédiaires que l'on voit aujourd'hui émerger de plus en plus. Dans le domaine des énergies renouvelables, on entend parler d'énergie partagée, on entend parler de l'UMO, on entend parler de l'endosphère, par exemple. Ce sont peut-être des mots qui vous parlent, mais peut-être demain, ils vous solliciteront, que sais-je. Voilà, ce sont des sujets très intéressants. Également, peut-être passer à la slide suivante. Des dispositions plus techniques, très récentes, puisque les premières dispositions viennent d'être réformées récemment par un décret du mois de septembre, qui a encore augmenté les plafonds participation qui sont passés cette fois-ci à 2,5 millions d'euros par projet. Donc ça peut être levé quelques centaines de milliers d'euros, mais ça peut être aussi levé un peu plus. D'expérience, l'idée c'est d'essayer de gérer ça au mieux et d'essayer évidemment de trouver le bon équilibre. Mais j'ai vu des personnes physiques investir quelques centaines d'euros, guère plus. Mais c'était ce qu'ils étaient en capacité de faire et ce qui permettait pour eux de s'investir dans un projet. Et puis d'autres, avec des moyens financiers plus importants, investir plus de sommes, évidemment. Donc tout ça aujourd'hui est cadré d'un point de vue réglementaire. On nous donne un certain nombre de limites, un certain nombre de critères qu'il convient de valider sur le plan juridique, évidemment. Mais tout ça est normé. Le risque, pour les pionniers dont j'ai parlé, avant que ce cadre réglementaire existe, c'était qu'ils se trouvaient tout simplement hors la loi en voulant lever trop de fonds, en allant solliciter trop de monde, puisque ça constituait un appel public à l'épargne. Et donc on rentrait dans une logique qui n'était pas du tout une logique de territoire, mais une logique du monde financier tel qu'on a pu le décrier d'ailleurs dans certains cas, avec les crises financières qu'on a pu connaître par le passé. C'est les marchés de capitaux. C'est très loin du territoire, c'est totalement dépersonnalisé, on va dire. Mais là, finalement, ces deux mondes vont se confronter et peut-être même se faire concurrence d'un certain côté. Alors, sur le sujet du cadre juridique, il est en perpétuelle évolution et figurez-vous qu'avec l'émergence de systèmes, on peut passer à la slide suivante, eh bien, on voit un nouveau projet très récent être en cours de discussion qui va permettre d'essayer d'avoir une démarche standardisée, uniformisée et surtout labellisée de ce type de démarche de financement participatif. Ce qui va permettre de crédibiliser un peu ces démarches, de surtout les professionnaliser et puis d'avoir quelque chose un peu plus cadré encore. Alors, cela n'est pas encore figé aujourd'hui, ce sont des textes qui sont aujourd'hui en concertation au niveau du ministère, mais ce sont un certain nombre de référentiels qui vont poser donc des critères d'éligibilité ou non au fameux label financement participatif qui sera officiel cette fois-ci. Donc c'est encore une fois une montée en puissance. On aura donc toute une procédure pour déposer une demande de labellisation et puis une procédure de contrôle derrière qui va permettre encore une fois de sécuriser un peu tout ça. C'est pas une démarche obligatoire, hein, par contre. Alors je vous ai donné, si on peut passer à la slide suivante, le contenu du label, encore, voilà. Ah pardon, juste avant, oui. Voilà. Alors, trois objectifs, c'est vraiment essayer de valoriser cette démarche, garantir la transparence, parce que le problème, c'est que c'est bien beau de faire vouloir intervenir les gens, mais il faut quand même qu'ils aient les clés pour piloter leur investissement. Et faire intervenir un grand nombre de gens, ça peut devenir très compliqué. J'ai vu
des clubs d'investisseurs composés de 10, 15, 20 personnes et plusieurs dizaines, centaines de clubs d'investisseurs rassemblés, tous beau monde. Finalement, ça fait beaucoup plus de gens qu'ici dans la salle et qui sont investisseurs à titre individuel dans ce projet et qui veulent savoir ce qui se passe sur le terrain. Donc, ce n'est pas forcément évident à piloter. Donc, ça va permettre de donner un peu plus de transparence et d'informations sur la qualité du projet. Voilà. Alors, pour terminer sur l'évolution à venir, je voulais tout simplement évoquer le fait qu'on va aussi certainement devoir uniformiser ces démarches au niveau international et surtout en partant de notre plus proche, de nos voisins au niveau de l'Europe, parce qu'aujourd'hui, il n'y a tout simplement pas vraiment de cadre qui existe, à part le cadre des marchés financiers que l'on connaît qui sont classiques. Donc, il faut être attentif à ces évolutions en parallèle. Il y a la nécessité d'identifier ces nouveaux acteurs, pour certains que j'ai cités, et puis surtout de voir comment se consolide ce secteur. Certains, c'est des startups pour beaucoup, certains vont fleurir, d'autres vont très vite disparaître. Essayez aussi sans doute d'être vigilant sur les abus qui pourraient peut-être se conduire. On en a vu certains dans d'autres pays, en Suède. Peut-être avez-vous entendu parler de la fraude et du détournement de fonds qui a eu lieu dans une boîte qui s'appelle TrustBuddy. Et puis en Chine également, un peu plus loin de nous, mais quand même. En Chine, 7,6 milliards de dollars qui ont été détournés par un montage pyramidal. Donc voilà, c'est intéressant, mais il faut avoir vraiment garder vigilance sur ces sujets-là. On voit aussi un autre système émerger, le blockchain. Peut-être avez-vous déjà entendu parler avec SolarCoin. C'est pas inintéressant de s'intéresser aussi à cette autre tendance qui est parallèle. Toujours est-il qu'en ce qui concerne les collectivités locales, et ce sera la conclusion, peut-être imaginer un rôle à plusieurs étages, si je puis dire, puisque donc on ouvre la possibilité aux collectivités de s'investir dans ce financement participatif, de prendre une participation dans ce type de projet. Et donc, bien sûr, il y aura une question de savoir quelle capacité d'intervention elle aura, quel budget elle utilisera, budget d'investissement, budget de fonctionnement. Il y a peut-être des arbitrages intéressants à faire et surtout des leviers d'investissement inattendus. Et enfin, avoir un réflexe finalement classique de bon gestionnaire de deniers publics, ni plus ni moins, adopter les bons réflexes, être vigilant, exiger une forme de professionnalisme, donc la labellisation va dans ce sens, je pense, auditer les projets, puisque le problème c'est que les petits porteurs, les petits investisseurs n'auront pas la capacité de les auditer eux, et donc vont faire confiance dans ce système qu'on va leur présenter. Et donc si on est face à des contre-exemples, très vite, je pense qu'on risque que finalement ce phénomène ne marche pas comme on l'entend, et qu'on n'arrive pas à cette transition énergétique et de nos territoires. Ça permettra donc, par un rôle exemplaire des collectivités, à mon sens, de crédibiliser, de participer à la crédibilisation de cette démarche et puis d'éviter des mauvais retours d'expérience. Donc stimuler la confiance et stimuler le développement des territoires. Voilà. Merci beaucoup, Maître, d'avoir